Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Bonsoir à tous. À la une ce soir, les adieux du nonce apostolique au président Alassane Ouattara. En fin de mission, il quitte la Côte d'Ivoire pour le Liban. Paolo Borgia s'est réjoui de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Une relation marquée par la visite du président ivoirien en septembre dernier au Vatican où il s'est entretenu avec le pape Benoît XVI. Le Premier ministre Patrick Achi a une rencontre aujourd'hui avec le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et ces derniers s'engagent aux côtés de l'État pour réussir la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CMU. Dans l'actualité politique, rencontre CEI, groupement et partis politiques. Sur la table des échanges, le mode opératoire pour la révision de la liste électorale à compter du mois prochain, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la RDC qui pleure plus de 180 morts suite à un conflit intercommunautaire dans la zone ouest. Des milliers de personnes sont déplacées. Et selon le porte-parole du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour le rétablissement de la sécurité. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Il est en fin de mission en terre ivoirienne. Le nonce apostolique Paolo Borgia est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont félicités de l'excellence des relations qui unissent la Côte d'Ivoire au Vatican. Jérôme Kofi Aboulin. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour Paolo Borgia. Le nonce apostolique s'est rendu ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Pour Paolo Borgia, cette rencontre se présente comme une opportunité en vue d'évoquer avec le président de la République l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et le nonce apostolique d'indiquer que la récente visite officielle du chef de l'État ivoirien au Vatican en est un pas décisif. La visite de son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe des bonnes relations de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. Je les remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives et j'ai aussi assurer au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. Paolo Borgia quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 années. Sa prochaine destination annoncée est le Liban. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire se tiennent aux côtés de l'État afin de réussir la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Ils l'ont signifié au Premier ministre qui a eu une importante séance de travail avec l'Ordre national des pharmaciens. Alexis Ouattara pour le point. Une délégation du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à la primature ce mardi. Conduite par son président Harouna Diarra, l'association est venue rassurer le chef du gouvernement de son engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Nous avons une convergence de vues sur la plupart des points. Les pharmaciens, en tout cas dans toutes les entités comprises, les grossistes, les distributeurs, les industriels et les officines de pharmacie, sont toutes disposées à accompagner efficacement le processus de CMU, la couverture maladie universelle, faire en sorte que nos populations aient accès à des médicaments. D'importants efforts ont été consentis par l'État pour améliorer le processus de mise en œuvre de la CMU et rassurer les populations sur la qualité du service, notamment par le développement d'une industrie pharmaceutique locale en vue de rendre les médicaments plus disponibles et à des coûts moins élevés. Le processus a commencé depuis 2019. Il y a eu quelques difficultés, mais des améliorations ont été apportées, des améliorations notables, si bien que les populations maintenant auront accès
auront accès par ce mécanisme à des médicaments de qualité dans toutes les officines privées de Côte d'Ivoire et tous les dépôts pharmaceutiques qui sont rattachés à ces officines. À la clé de cette vision, un maillage territorial complet pour un accès plus efficace aux soins et aux médicaments. Et voyons le point du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle sur la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. « 17 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire aujourd'hui sur 382 échantillons prélevés, 17 guéris et 0 décès. 19 906 430 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 10 octobre 2022. Et la vaccination contre la Covid-19 reste gratuite et volontaire. On reste en santé. 3622 étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS sont en fin de formation. Il leur faut maintenant prouver leurs compétences avant de pouvoir intégrer les services de santé. Ils sont donc soumis à des tests ce mardi avant d'obtenir le diplôme d'état d'infirmier, sage-femme, maïeuticien ou de technicien de biologie médicale. Léon Brou. Institut national de formation des agents de santé, antenne de Bouaké. Il est 9h ce mardi. Autorités préfectorales, sanitaires et académiques visitent des salles d'examen. Ils veulent les encourager, mais surtout s'assurer de la présence des 609 candidats à l'obtention du diplôme d'état d'infirmier, sage-femme ou maïeuticien, technicien de biologie médicale. Tous concentrés, ils affrontent les premières épreuves. Je n'ai pas fini de parcourir. Mais pour le début, je pense que ça peut aller. Nous abordons l'épreuve de médecine. On la trouve abordable. On peut espérer le 100%. Épreuve abordable, raison pour les autorités de souhaiter aux candidats 100% d'admis au 3 novembre prochain. Elles expliquent que l'examen n'est plus qu'une formalité puisque les épreuves portent sur la formation reçue. Pour la préparation de cet examen, nous avons fait en sorte à terminer le programme dans le temps. Nous avons organisé des séances de révision avec les étudiants. Nous avons fait des compositions en ligne. Nous avons eu le temps de sensibiliser nos étudiants et de leur dire que nous avons été suffisamment à leur côté et qu'il n'y avait pas de raison de tenter quoi que ce soit comme attitude de tricherie. Toutes les conditions réunies pour le bon déroulement des épreuves. Conséquence, aucun incident signalé à l'INFAS de Bouaké. Néanmoins, à ceux des éventuels contrevenants, sur les 3622 auditeurs en fin de formation sur toute l'étendue du territoire, sont brandies des sanctions allant jusqu'à 5 ans d'interdiction des concours administratifs. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, a officiellement remis les attributs de sénateur à Boubacar Koné, nouvellement élu dans la région du Haut-Sassandra. Le nouvel entrant a pris l'engagement de servir la République avec dévouement et loyauté. Kader Sogodego. Boubacar Koné est depuis le 3 septembre dernier sénateur de la région du Haut-Sassandra à l'issue de l'élection partielle qui s'est tenue à Daloa. Il reçoit ici les attributs liés à sa nouvelle fonction ainsi que les documents y afférents des mains du président du Sénat. Jano Aoussou-Kouadio va ensuite présenter sa nouvelle maison. Monsieur le sénateur, chers collègues, la chambre que vous intégrez officiellement ce jour se distingue par le bon ton, l'esprit d'équipe, le bon comportement. Le Sénat, c'est la chambre des sages. Je voudrais donc vous inviter à prendre toute votre place parmi vos collègues et à apporter votre expérience à l'édification de la démocratie apaisée dans notre pays. Le nouveau sénateur mesure pleinement ses nouvelles responsabilités. Je suis rentré dans une famille unie et nous venons pour apporter un plus aux travaux qui se passent déjà ici. Nous avons été députés durant 2 mandatures et aujourd'hui nous nous retrouvons au Sénat pour encore apprendre auprès de mes collègues et participer à la construction de cette Côte d'Ivoire unie. On prit part à cette cérémonie d'accueil des sénateurs et de nombreux membres du personnel de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat.
Ce mardi, la commission électorale indépendante a invité les groupements et partis politiques à un moment d'échange sur la révision de la liste électorale. Ces échanges ont porté notamment sur le mode opératoire qui va être déployé à compter du mois prochain sur toute l'étendue du territoire national. Sidonie Davila. La révision de la liste électorale est à l'ordre du jour à la CEI. L'opération démarre en Côte d'Ivoire à partir du 19 novembre et s'achève le 10 décembre prochain. La commission électorale indépendante qui mise sur la transparence a échangé avec les groupements et partis politiques en vue d'harmoniser leurs connaissances sur la question. La qualité d'électeur résulte de la détention de la carte d'électeur. Or, pour avoir la carte d'électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Alors, donc, la liste électorale est un document administratif, comme on le dit, qui reçoit l'ensemble des électeurs, c'est-à-dire l'ensemble de tous les citoyens en âge de voter qui viennent s'inscrire sur ce document administratif qu'est la liste électorale. Et c'est cette inscription qui confère la qualité d'électeur. Mais si une chose est de s'inscrire, c'est que dans le temps, autant que vous changez, autant que vous connaissez des mutations dans votre situation personnelle, autant il faut mettre à jour la liste électorale. Enrichi de cette communication qui a pris en compte leurs différentes préoccupations et autres suggestions sur la révision de la liste électorale, les groupements et partis politiques se disent satisfaits. Nous avons été édifiés par le président de la CEI. Je crois qu'il nous a donné les outils qu'il fallait pour aller rencontrer les populations et les sensibiliser, afin que nos élections ne soient pas dans des normes assez correctes. Nous nous sommes accordés sur l'essentiel. Nous repartons donc satisfaits et le reste, c'est d'aller donc informer notre hiérarchie, notre parti et ensemble, nous allons voir comment nous allons inonder le terrain. Il était bon pour nous, partis politiques, de connaître ce mode opératoire afin d'adapter notre organisation, notre sensibilisation pour que nos militants et nos sympathisants puissent participer massivement et activement à cette opération. Nous comptons nous mettre en marche pour pouvoir sensibiliser nos militants sur toute l'étendue du territoire afin que tout un chacun puisse aller se faire enrôler. Sensibiliser, tel est l'objectif de la CEI qui attend de ses acteurs clés du processus une implication active pour une opération réussie. Quand les partis politiques sont paisibles, les élections le sont également. Quand les partis politiques sont tourmentés, ça se ressent immédiatement dans les élections. Voilà pourquoi nous veillons à ce que les partis politiques soient toujours dans un esprit paisible. Et nous ne pouvons le faire que lorsque nous les associons, pour nous, en tout cas, à toutes nos opérations. Les dernières données de la liste électorale de 2020 enregistrent 7 495 082 électeurs. Et on parle environnement avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC et le ministère de l'Environnement qui sont à Kinshasa pour la pré-COP 27. Il y est question de développer une compréhension commune, notamment sur les principaux problèmes climatiques et les solutions d'urgence. Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire est bel et bien présente dans la lutte contre le changement climatique. Et cette fois, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC, qu'a lieu les travaux préparatoires, la pré-COP 27. Cette rencontre vise à préparer la COP 27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Pour les différents intervenants, la RDC est un pays solution à la crise climatique car elle a un bassin forestier dense, l'un des poumons écologiques de la planète après ceux de l'Amazonie et de l'Indonésie. Il mérite donc d'être protégé. La République démocratique du Congo se présente dorénavant comme ce slogan annoncé par le chef de l'État, comme pays solution à la crise climatique. Car elle offre déjà beaucoup et continuera de le faire à l'humanité en termes de contribution aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique. Pour le président du CESEC, la Côte d'Ivoire, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara, ne veut rater aucun rendez-vous
dans la lutte contre le changement climatique. Tout ce qui touche les problèmes climatiques nous intéresse en premier lieu. C'est une thématique qui a une place majeure dans la mission assignée au CESEG. Ainsi, les pays africains ayant pris conscience de la responsabilité qui est la leur dans la protection de l'environnement veulent partout parler d'une seule voix. On va aller à la COP27. Il est important que tous les ministres, tous les pays africains se mettent ensemble pour parler d'une même voix et que les documents qui vont être produits et que les engagements qui vont être pris soient des engagements de l'Afrique. Avec un effort global, local et ambitieux pour protéger l'environnement, les pays africains, lors de la COP27 en Égypte, pourront profiter de cette opportunité pour inviter les pays occidentaux pollueurs de la planète à respecter leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. Dans le domaine sécuritaire, le renforcement de la coopération policière et de la protection civile entre la Côte d'Ivoire et la Guinée est d'actualité. Les ministres de la sécurité des deux pays ont une rencontre ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout pour la Guinée de s'imprégner de l'expérience ivoirienne. Abou Sanogo. Le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Balo, reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomondi. Une visite d'échange d'expériences et de bonnes pratiques de 5 jours en terre ivoirienne. Les échanges ont essentiellement porté sur l'intérêt de cette mission, qui vise entre autres à s'imprégner de l'expérience ivoirienne dans les domaines de la sécurité et de la protection civile. Dans ma délégation, j'ai amené les 3 grandes directions qui forment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile de la Guinée, qui vont travailler avec leur homologue, sans tabou, pour tirer le maximum de l'expérience ivoirienne et essayer de dupliquer tout ce qui est duplicable en Guinée parce que chaque modèle est différent. En retour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomondi, a affiché la disponibilité de ses équipes à partager avec la délégation guinéenne l'expérience ivoirienne. Que des pays frères comme la Guinée pensent qu'en partageant notre expérience, ils pourraient arriver à un moment ou à un autre à nous égaler. Donc bienvenue dans ce que vous certainement considérez comme un laboratoire. Mais ce laboratoire, il est ouvert, il est à vous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Durant son séjour, le général Bachir Balo et sa délégation visiteront les directions et structures rattachées au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et il s'agit notamment de la Direction générale de la police nationale et ses services techniques, l'Office national de la protection civile ONPC et l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI. Formation professionnelle, l'Institut national des sports et de la jeunesse INJS a ouvert ce matin le concours d'entrée académique 2022-2023. 3800 candidats sont en lice. Patrick Dadier. Pris d'assaut par de nombreux jeunes, l'Institut national de la jeunesse et des sports va abriter à compter de ce mardi 11 au 18 octobre 2022 le concours d'entrée pour la rentrée académique 2022-2023. Le ministre des Sports, soucieux du mode de recrutement des futurs cadres de l'administration sportive ivoirienne, s'est rendu sur place afin d'encourager les candidats à redoubler d'ardeur. Au menu, l'épreuve de gymnastique. 2 catégories sont concernées par ce concours, les professeurs du lycée option éducation physique et sportive, les professeurs de lycée option éducation permanente. Nous sommes venus encourager ces jeunes qui ont choisi d'être candidats pour l'éducation physique et sportive. Nous sommes venus nous assurer que tout se passe très bien pour donner l'égalité des chances à tous ces jeunes ivoiriens qui décident de se consacrer au métier de la formation pour le sport. Nous en aurons besoin pour l'animation sportive de toutes nos villes de Côte d'Ivoire, pour la formation de nos élèves, pour que le sport rentre dans les habitudes. Et nous avons besoin, plus que jamais, de former les jeunes dans les métiers annexes du sport. 3800 étudiants prennent part à ce test de recrutement pour la rentrée académique 2022-2023.
L'école de la chance permet à 35 Ivoiriens d'aller se faire former en France dans le domaine des BTP, précisément dans la construction des routes, des bâtiments et pour le futur métro d'Abidjan. Une formation qui va durer de 6 à 8 semaines grâce à un partenariat entre le ministère de l'enseignement technique et le consortium de clubs Abidjan Ville Durable. Isaïo. L'émergence d'un pays passe par la formation d'une ressource humaine de qualité. Cette exigence a amené le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage à mettre en place l'école de la deuxième chance. Un programme qui vise à former sur des périodes relativement courtes des jeunes en vue de leur insertion durable et décente en activité. 35 jeunes Ivoiriens sont retenus par le ministère pour aller se perfectionner dans le domaine des BTP en France. Cela a fait l'objet d'une signature de convention entre le ministère de l'enseignement technique et le consortium de clubs Abidjan Ville Durable. Ils ont été sélectionnés de façon transparente, mais ils ont été aussi recrutés avant même d'aller en France subir la formation. Ils seront placés en situation d'entreprise, ils travailleront, mais ils seront aussi des vacataires pour nos centres de formation qui seront créés avec l'appui de nos partenaires français qui vont avoir à les former durant ces quelques semaines. Je trouve que ce projet a beaucoup de cohérence parce qu'il s'agit des jeunes. Il suffit d'ouvrir les yeux. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un immense chantier. Où qu'on aille, on voit des routes, des ponts, des hôpitaux qui sont en voie de construction. Et donc on a besoin de personnel pour faire ce travail. Eh bien voilà, c'est ça le sens de cette initiative. Et je voudrais vraiment féliciter le ministre pour cette très belle initiative. Pour les apprenants, cette perche tendue est une aubaine pour être utile à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. J'ai bénéficié de cette opportunité que l'État a mis en place. Très heureuse d'avoir été choisie. Je compte revenir pour mettre mon expérience au service de mon pays. Je dis merci aux différentes entreprises qui ont signé ce partenariat qui nous permettront, nous les jeunes, d'aller et d'apprendre et revenir au pays pour permettre à notre pays de se développer aussi au niveau des infrastructures et autres. Grâce à ce partenariat, les 35 Ivoiriens, la première d'une vague de 3, bénéficieront d'une formation de qualité de 6 à 8 semaines à Égletons, en France. Le Nigeria et le Cameroun, respectivement 4e et 5e producteurs de cacao, décident de joindre leurs efforts à ceux de la Côte d'Ivoire et du Ghana, 1er et 2e producteurs de cacao au monde pour l'initiative Cacao. On parle de culture et de divertissement. L'émission de télé-réalité 1 à 12 a été très suivie pendant ces vacances scolaires. C'est un programme de détection de talents musicaux chez les enfants de 1 à 12 ans. Un mois après la compétition, quel impact sur le quotidien des lauréats? Voyons cela avec Evelyne Yeboué et Jean-Marc Djadji. Judith, âgée de 12 ans, est en classe de 3e. Elle est la première du trio gagnant de la 3e édition de la télé-réalité 1 à 12. Aujourd'hui, grâce à son sacre à cette émission, elle est la nouvelle star du quartier Sans Fil dans la commune de Marcory, son lieu de résidence. Judith veut devenir plus tard une journaliste. Pour elle, la musique n'est qu'une seconde passion. J'ai été la première parce que j'ai bougé sur la scène, je n'ai pas dégamé, j'ai bien articulé les paroles. À l'école, on m'appelle souvent la star, soit qu'on me voit dans la rue. Judith représente pour ses parents et son entourage une fierté. Elle fait la fierté, je suis très contente d'être. Parce que depuis longtemps, c'était son rêve. Quand elle voit ses camarades, quand ils ont commencé 1 à 12, au début, quand elle voit ses camarades, elle dit, un jour, moi, je vais pouvoir participer à cela, on a ses connaissances. Il faut prier seulement un jour, tu vas faire. C'est la fille de ma voisine, mais c'est ma fille aussi. En tout cas, elle est bien, elle est gentille. Koumassi, quartier Progrès 4, c'est ici que vit Emmanuel, la 2e lauréate de 1 à 12. Issue d'une famille de musiciens, elle vit sa passion d'artiste chanteuse. Accepte mon offrande, c'est tout ce que j'ai. Oh Seigneur, c'est tout ce que je peux te donner, s'il te plaît. Emmanuel veut continuer dans cet élan. Pour elle,
Sa victoire du 3 septembre dernier marque le début de sa carrière musicale. Déjà, j'avais vu la compétition à la télé et puis je me disais que j'étais assise à la maison, je sais chanter, mais pourquoi je ne peux pas montrer mon talent au monde entier? Je veux être artiste, chanteuse. Quand moi et mes parents, nous marchons, nous partons quelque part, ils disent que voici ma fille, c'est ma fille, elle est deuxième de 1 à 12, elle a donné le meilleur d'elle. Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai vu comment mon père a souffert. Quand il partait me déposer, sous le soleil, il s'arrêtait pour m'attendre. Moi j'avais eu le plaisir, l'envie de lui donner des cours. Puisque moi-même, en fait, je suis un musicien. Quand elle avait l'âge de 3 ans, déjà, elle avait cette envie de chanter. Nous avons également rencontré Méline, la 3e lauréate dans la commune de Bingéville. Elle affirme un changement positif dans son quotidien depuis son passage à l'émission 1 à 12. Il y a des gens qui disent qu'ils m'ont vu à la télévision, que j'ai participé à la télé-réalité 1 à 12. Il y a d'autres qui me demandent aussi les numéros pour le casting de la saison 4. Ça me fait très très plaisir de savoir que je suis parmi les gagnantes. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Sérieusement, moi je ne voyais rien. C'est sa maman qui m'a dit un jour que elle constate que, enfin, elle a l'impression que Méline a quelque chose dans la voix. La télé-réalité 1 à 12 est une initiative de Yes Communication et de la RTI. Cette production, au-delà de son aspect divertissant, est aussi éducative. Nous mettons l'accent sur l'éducation des enfants. En ce qui nous concerne à la RTI, c'est un véritable satisfait. Nous ne regrettons pas d'avoir associé notre image à ce partenariat avec Yes Communication. Et on s'est dit qu'il faut un encadrement de cette jeunesse qui représente la Côte d'Ivoire de demain. Et cette Côte d'Ivoire de demain, c'est cette jeunesse sur laquelle repose le développement du pays, le développement économique, social et même politique. Ces jeunes ont donc besoin qu'on crée un cadre pour les stimuler davantage. Judith, Emmanuel et Méline, ces 3 pépites de la musique dénichées au fin fond du district d'Abidjan, sont devenus aujourd'hui des modèles grâce à leur abnégation au travail. Ces 3 lauréates bénéficieront d'une production artistique offerte par la fondation Ici on chante. L'Institut national supérieur des arts et des actions culturelles INSAC et l'Institut national des beaux-arts et de la littérature du Mexique sont désormais liés par un partenariat. Il met l'accent sur la formation des étudiants et également des enseignants avec à la clé des échanges de curricula de formation. Mamadou Kwasi. Dans quelques mois, des enseignants et des étudiants de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et des actions culturelles, se rendront à Mexico pour un stage d'immersion et pour des formations continues. C'est le fruit de cette signature de mémorandum d'entente entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'Institut national des beaux-arts et de la littérature du Mexique. Une signature qui s'inscrit dans la mise en œuvre de l'accord de coopération éducative et culturelle signé entre les États-Unis du Mexique et la Côte d'Ivoire en octobre 1999. La formation artistique pensada como un derecho cultural. Un accord de collaboration qui va nous permettre de joindre nos efforts, de consolider notre coopération culturelle et artistique en faveur de la formation des artistes du futur, en faveur également de la culture, du bien-être de nos peuples, de la paix, de la diversité, de notre entente entre nos 2 pays. En su importancia con el desarrollo humano sostenible. La ministre de la Culture et de la Francophonie s'est réjouie de la volonté d'accompagnement de la formation des étudiants et des enseignants ivoiriens. Françoise Remac souhaite un partage d'expérience au bénéfice des différents peuples. Dans le cadre de la mise en place de la politique culturelle telle qu'elle a été prévue par le PND 2021-2025 par le président de la République, la formation est clé. Et avoir la possibilité de pouvoir coopérer avec des instituts prestigieux dans lesquels notre formation sera revue, améliorée, dans lequel de l'expertise pourra nous être apportée, est également très appréciable. Créé en 1946, l'Institut national des beaux-arts et de la littérature du Mexique est le seul organe culturel du pays en charge d'organiser l'éducation
et la production artistique ainsi que la promotion de leur diffusion. L'actualité internationale nous conduit dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Plus de 180 personnes y ont péri suite à un conflit intercommunautaire depuis juillet dernier. Des milliers de personnes sont déplacées. Selon le porte-parole du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour le rétablissement de la sécurité. Le calme serait revenu dans la zone de conflit. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h avec Marine Cognan. Moi, je vous dis à demain, toujours sur RTI 1.